Imaginez mourir d'une simple coupure, de manger du pain infesté de champignons ou d'être jeté en prison pour un crime que vous n'avez pas commis avant votre 30e anniversaire. Et si je vous disais que vos compétences de survie moderne seraient totalement inutiles dans le monde impitoyable de l'Europe médiévale? La vraie question est, pourriez-vous survivre? Si vous vous êtes déjà plaint qu'il n'y a rien de bon à manger à la cafétéria ou que la cuisine de votre mère est infecte, vous seriez mort de faim à l'époque médiévale. L'idée de 3 repas par jour n'était même pas envisagée. En fait, la plupart des paysans s'estimaient heureux s'ils parvenaient à prendre 2 repas par jour. Et ces repas auraient fait passer le menu moyen d'une prison pour un festin étoilé au Michelin. Le pain était la pièce maîtresse du repas médiéval moyen. Pas la variété moelleuse et tranchée que nous connaissons aujourd'hui, mais des pains denses et granuleux faits avec les céréales que l'on avait sous la main. Vos dents grinceraient littéralement en mâchant, car de petites pierres étaient incluses lorsque la farine était moulue. Heureusement, vous ne comptiez pas garder ces dents blanches et nacrées bien au-delà de la trentaine. La viande était un luxe pour la plupart des paysans. On pouvait en goûter quelques fois par an, généralement lors de festivals ou après avoir abattu un vieil animal de trait devenu inutile. Même dans ce cas, la noblesse recevait les bons morceaux et les gens du commun devaient se contenter des abats, des organes internes et des restes que nous jetterions ou donnerions à nos animaux de compagnie aujourd'hui. Et voici un fait qui donne à réfléchir. Le pain et les produits céréaliers représentaient environ 80% des calories consommées par un paysan médiéval. Voici à quoi aurait ressemblé votre menu quotidien. Au petit déjeuner, un morceau de pain de la veille, peut-être trempé dans de la bière si vous vous sentiez d'humeur festive. Au dîner, encore du pain, peut-être un oignon, et si vous aviez de la chance, des pois ou des haricots. Et oubliez l'idée de prendre un cerf dans la forêt du Seigneur. Même prendre un lapin pouvait vous valoir la pendaison. Dans l'Angleterre du 13e siècle, on pouvait vous couper la main simplement pour avoir volé un poisson dans l'étang d'un noble. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que je prendrais le risque après des semaines à ne manger que des navets et du pain rassis. Avez-vous déjà passé une mauvaise journée au travail? Les emplois médiévaux redéfinissent ce qu'est une mauvaise journée. Votre journée commençait avant l'aube et se terminait après le crépuscule. Pour un fermier, pas de week-end, pas de vacances, pas de jours de maladie, juste un travail éreintant et sans fin jusqu'à ce que vous ne puissiez littéralement plus tenir debout, ce qui était le cas pour la plupart des paysans vers 40 ans. Un fermier médiéval moyen pouvait marcher environ 20 km par jour, juste pour s'occuper de ses champs, ce qui équivaut à courir presque un marathon quotidien tout en labourant, semant, désherbant et récoltant. Moi, je suis fatigué rien qu'en marchant, jusqu'à ma voiture sur le parking. Si vous n'étiez pas fait pour l'agriculture, vous pouviez devenir apprenti dans un métier. Le tanneur, par exemple. Vous passeriez vos journées les chevilles dans l'urine et les excréments d'animaux, utilisés pour racler les poils des peaux. L'odeur était si répugnante que, par la loi, les tanneurs devaient vivre en dehors des limites de la ville. L'odeur ne partait jamais, donc personne ne voulait vous épouser. Les forgerons avaient aussi la vie dure. Outre la menace constante de brûlures et de doigts écrasés, ils inhalaient des fumées toxiques toute la journée. Beaucoup perdaient l'ouïe à cause du martelage incessant et développaient le bras du forgeron, ce phénomène où un membre devient massivement musclé, tandis que l'autre reste normal. La vie de chevalier n'était pas tout ce qu'on en disait non plus. Certes, vous gagnez une armure et le respect, mais vous deviez aussi vous entraîner depuis l'enfance pour porter un équipement pouvant peser jusqu'à 45 kilos. Et quand la guerre arrivait, vous n'étiez littéralement qu'un char d'assaut médiéval,
censé charger au combat et probablement mourir pour un seigneur qui connaissait à peine votre nom. Et le pire dans tout ça, après tout ce travail, vous ne gagneriez probablement toujours pas assez pour nourrir correctement votre famille. Les archives historiques indiquent que les travailleurs médiévaux dépensaient environ 80% de leurs revenus uniquement en nourriture et souffraient encore de la faim lorsque les temps devenaient difficiles. Un hiver, en 1315, la situation s'est tellement détériorée dans toute l'Europe que des cas de cannibalisme ont été largement rapportés. Des parents abandonnaient les enfants qu'ils ne pouvaient pas nourrir et certains villages ont perdu jusqu'à 1/3 de leur population à cause de la famine. Le travail était horrible, la paie était dérisoire, et si vous disiez quoi que ce soit à votre seigneur, eh bien, il pourrait penser que vous aviez besoin d'une leçon de gratitude. Son instrument de prédilection était le fouet. Et qu'attendriez-vous avec impatience après une journée de travail éreintant? De l'eau semble être le choix évident, n'est-ce pas? Malheureusement, les rivières et les ruisseaux qui traversaient les villes médiévales n'étaient pas exactement des cours d'eau cristallins. Ils fonctionnaient aussi comme le système d'égouts communautaires. Chaque pot de chambre de la ville était vidé dans les rues, le contenu s'écoulant directement dans la source d'eau locale. Pendant les mois d'été, l'eau de la Tamise à Londres contenait plus de déchets humains que d'eau réelle. Boiriez-vous encore une gorgée en sachant cela? Vous pensez que les puits étaient de meilleurs. Détrompez-vous. Ils étaient généralement creusés de manière très pratique, souvent en aval des latrines et des enclos à bétail. Personne ne comprenait la contamination des eaux souterraines, donc placer un puits à quelques mètres de l'endroit où tout le monde jetait ses déchets semblait parfaitement raisonnable. Près de la moitié des squelettes trouvés dans les cimetières médiévaux montrent des preuves de parasites intestinaux et de maladies transmises par l'eau. Le flux sanglant, comme on l'appelait communément, a tué plus de gens que de nombreuses guerres de l'époque. Imaginez souffrir de crampes sévères et de diarrhée sanglante pendant des jours jusqu'à ce que vous vous rétablissiez ou que vous mouriez. Tout ça parce que vous aviez besoin de boire. Alors, que buvaient les gens en réalité? De la bière et en grande quantité. Vous auriez bu entre 4 et 6 litres de bière chaque jour, non pas parce que tout le monde était un fêtard. La teneur en alcool était bien inférieure à celle de la bière moderne, généralement autour de 1 à 2%. Le processus de brassage nécessitait de faire bouillir l'eau, ce qui tuait de nombreux agents pathogènes. La faible teneur en alcool empêchait également la croissance de nouvelles bactéries. La vie médiévale, où boire toute la journée, était en fait plus sain que l'alternative. Et oui, même les enfants buvaient de la bière. Si vous aviez un enfant de 5 ans à l'époque médiévale, il buvait une version plus douce appelée petite bière au petit déjeuner. L'éducation des enfants était différente à l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire. Les moines brassaient certaines des meilleures bières disponibles et sont devenus incroyablement riches grâce à leurs opérations de brassage. Ils prenaient l'expression « pain liquide » au pied de la lettre, car la bière remplaçait souvent la nourriture réelle pendant les périodes de jeûne. Leurs recettes secrètes étaient gardées aussi précieusement que des reliques sacrées. Et le vin, à moins d'être noble ou membre du clergé, vous en goûtiez rarement. Et si vous en obteniez, il était probablement aigre et mélangé avec du miel ou des épices pour masquer ses défauts. Le vin n'était pas vieilli comme aujourd'hui. Il était destiné à être bu jeune et se transformait souvent en vinaigre en quelques mois. Certaines personnes intelligentes ont découvert que faire bouillir l'eau la rendait plus sûre à boire, créant une boisson chaude de base simplement appelée eau chaude. Parfois, ils ajoutaient des herbes ou du miel si c'était disponible, créant un thé rudimentaire. Pas exactement une explosion de saveurs, mais au moins, ça ne vous tuait probablement pas.
Le lait frais, oublié, sans réfrigération. Il tournait presque immédiatement et était généralement transformé en fromage ou en beurre. Dans les rares occasions où les adultes buvaient du lait, il était mélangé à de la bière pour faire du posset. Le goût était si inhabituel que des poèmes médiévaux ont été écrits sur sa saveur particulière, aucun n'étant particulièrement flatteur. Dans certaines régions, collecter l'eau de pluie semblait une solution intelligente jusqu'à ce que le seigneur local le découvre. Oui, les nobles revendiquaient la propriété de toutes les ressources sur leurs terres, y compris l'eau de pluie tombant du ciel. La collecter sans permission pouvait vous valoir une amende, ou pire. Les collecteurs d'impôts surveillaient en fait les tonneaux placés à l'extérieur des maisons pendant les tempêtes. Imaginez payer un impôt sur la pluie, et vous pensez que les impôts modernes sont élevés. La partie la plus étrange des habitudes de consommation médiévale, malgré la consommation régulière de ce que nous considérons comme des boissons contaminées. Les habitants développaient souvent une résistance à leurs bactéries natives. Les voyageurs tombaient fréquemment gravement malades après avoir bu de l'eau locale qui semblait n'avoir aucun effet sur les résidents. Votre corps pourrait s'adapter, mais seulement si vous surviviez assez longtemps pour développer une immunité. Voilà donc votre menu de boissons médiévales. De l'eau infestée de maladies, de la bière légère toute la journée, tous les jours, ou de mystérieux mélanges d'herbes. Rester hydraté signifiait rester légèrement ivre de l'aube au crépuscule. Et si vous pensez que trouver quelque chose de sûr à boire était un défi, attendez de voir où vous alliez le boire. Bienvenue dans votre manoir médiéval. Je plaisante. Votre maison ferait apprécier à n'importe qui aujourd'hui même le plus petit des appartements. La maison paysanne moyenne, appelons-la comme elle était, une hutte, mesurait environ 37 à 55 mètres carrés. Cela peut ne pas sembler terrible jusqu'à ce que vous réalisiez que cette pièce unique abritait une famille entière plus son bétail. Oui, vous avez bien lu. Vos poules, vos chèvres et peut-être même une vache vivaient à l'intérieur avec vous. Pourquoi? Premièrement, cela aidait à empêcher le vol des animaux. Deuxièmement, la chaleur corporelle des animaux était un chauffage gratuit. Troisièmement, vous pouviez collecter plus facilement le précieux fumier pour vos champs. L'inconvénient était que tout sentait l'étable et que vous esquiviez constamment les excréments d'animaux sur votre propre sol. Les murs de votre charmante demeure étaient construits selon une technique appelée le torchis, essentiellement une armature en bois remplie d'un mélange de boue, d'argile, de paille et de fumier animal. C'est aussi glamour que ça en a l'air. Certaines études archéologiques ont également trouvé des cheveux humains mélangés à ce mélange. Apparemment, rien n'était gaspillé, y compris votre dernière coupe de cheveux. Votre sol, de la terre battue, peut être recouverte de jonc ou de paille si vous étiez chic. Ces revêtements de sol n'étaient changés que quelques fois par an, créant une belle couche de matière végétale en décomposition mélangée à des restes de nourriture, de la boue et tout ce que les animaux laissaient tomber. Et les fenêtres? Le verre était extrêmement cher, donc la plupart des maisons paysannes n'avaient pas de fenêtres, ou peut-être une petite ouverture recouverte de parchemin huilé ou d'un volet en bois. Cela signifiait que votre maison était incroyablement sombre. La plupart des activités se déroulaient à la faible lueur du feu de l'âtre ou peut-être d'une lampe à jonc, un roseau trempé dans de la graisse animale qui fournissait autant de lumière qu'une bougie d'anniversaire. Vouloir lire ou faire un travail détaillé après le coucher du soleil. Bonne chance. En parlant de l'âtre, votre maison n'avait pas de cheminée. Le feu qui cuisait votre nourriture et fournissait de la chaleur était construit au centre de votre maison d'une seule pièce, et la fumée était censée s'échapper par un trou dans le toit.
Bien sûr, une grande partie ne le faisait pas, remplissant plutôt votre maison d'une brume enfumée constante. Votre toit était fait de chaume, de la végétation séchée empilée de manière dense et attachée. Un toit de chaume bien fait pouvait durer jusqu'à 50 ans et offrait une isolation décente. L'inconvénient, le chaume était essentiellement un condominium de luxe pour les rats, les souris, les oiseaux, les insectes et les araignées qui tombaient tous régulièrement dans votre espace de vie. Un historien a estimé que le paysan médiéval moyen avalait plusieurs araignées par an en dormant, alors que les petites bestioles descendaient du chaume sur des fils de soie. Beau rêve! Chauffer ce chef-d'œuvre architectural pendant l'hiver était presque impossible. Les archives de l'Angleterre médiévale montrent que les températures intérieures avoisinaient souvent le point de congélation pendant les mois d'hiver. Votre souffle serait visible à l'intérieur de votre propre maison. Et je n'ai même pas encore parlé de l'odeur. Sans assainissement adéquat, avec un lavage limité, des animaux à l'intérieur, de la fumée partout et le stockage de la nourriture dans le même espace où vous viviez, l'odeur à l'intérieur d'une maison médiévale vous couperait le souffle. Votre nez moderne n'est tout simplement pas préparé à l'assaut olfactif qui était la vie quotidienne. Vous seriez-vous habitué à ces conditions? Probablement. Les humains sont remarquablement adaptables. Mais la prochaine fois que vous vous plaindrez de votre petit appartement ou du bruit du voisin, rappelez-vous qu'au moins vous n'avez pas de poules qui défèquent sur le sol de votre chambre ou de rats qui jouent à chat dans le plafond pendant que vous grelottez dans votre pièce sombre, puante et enfumée. On pourrait penser que les choses ne pourraient pas empirer. Juste au moment où vous pensez vous habituer à cette vie médiévale infernale, l'hiver arrive comme un invité non désiré qui veut vous assassiner. Vous savez comment les gens aujourd'hui s'enthousiasment pour la première neige. À l'époque médiévale, cette première neige signifiait le début de ce qu'ils appelaient littéralement les mois de la faim. Vous vous souvenez de toute cette nourriture dont vous vous plaigniez plus tôt? Eh bien, maintenant, vous donneriez n'importe quoi pour un approvisionnement régulier. En janvier, vous compteriez chaque miette. Les archives montrent que les gens dans l'Angleterre du 14e siècle survivaient avec moins de 1500 calories par jour pendant l'hiver, soit moins de la moitié de ce qu'ils mangeaient pendant la période des récoltes. Et ce n'étaient pas des gens assis à jouer à des jeux vidéo toute la journée. Ils faisaient encore un travail physique intense. Brûleriez-vous vos meubles pour rester en vie? Les gens du Moyen Âge le faisaient parfois. Pendant les pires hivers, des gens désespérés brûlaient leurs propres meubles, leurs portes ou même des parties de la structure de leur maison. Le bois de chauffage n'était pas juste un luxe, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Un ménage médiéval moyen brûlait de 1,5 à 2 tonnes de bois chaque hiver. C'est comme une petite forêt. Collecter suffisamment de bois prenait des semaines de travail pendant l'automne. Si vous n'en collectiez pas assez avant l'arrivée de la neige, vous aviez 2 options, geler ou voler. Dans les endroits où les arbres étaient rares, les gens brûlaient des excréments d'animaux séchés. Ouais, sérieusement. Dans certaines parties de l'Écosse et de l'Irlande, ils brûlaient de la tourbe, essentiellement de la terre de tourbière comprimée, qui sentait horriblement mauvais, mais fournissait un chauffage décent. Votre maison était pratiquement inutile contre le froid. Ces murs épais que vous pensiez solides ne faisaient presque rien pour vous protéger du froid glacial. Les gens déplaçaient leurs lits dangereusement près du feu. Les archéologues ont trouvé des zones de sol carbonisées s'étendant sur plusieurs mètres autour des âtres. Les gens étaient si désespérés pour la chaleur qu'ils risquaient de brûler vifs pendant leur sommeil. Les hivers médiévaux n'étaient généralement pas faits de belle neige, mais d'une humidité constante et glaciale qui ne semblait jamais disparaître.
Sans matériaux imperméables, vos vêtements, votre literie et votre maison restaient humides pendant des mois. Que portiez-vous? Vous superposiez les couches comme un fou. Les gens du Moyen Âge ne se promenaient pas dans ces tuniques légères que vous voyez dans les films. Ils portaient des vêtements de laine, parfois avec 3 ou 4 couches à la fois. La laine était parfaite car elle reste chaude même mouillée. L'inconvénient? Avez-vous déjà porté un pull en laine sans t-shirt en dessous? Maintenant, imaginez des sous-vêtements en laine que vous ne lavez presque jamais. C'est ça, vous passiez l'hiver soit à geler, soit à vous gratter comme un fou. À vous de choisir. Mais ce qui est vraiment terrifiant à l'époque médiévale, c'est l'imprévisibilité totale de l'hiver. Sans prévision météorologique, une tempête de neige soudaine pouvait vous coincer à l'intérieur pendant des jours ou vous surprendre dans les champs sans avertissement. L'hiver de 1205 fut si brutal que les températures sont restées glaciales pendant 2 mois. Puis, quelques décennies plus tard, l'hiver de 1257 fut si doux que les arbres ont fleuri en janvier pour être tués par un gel surprise en février. Comment planifieriez-vous pour ce genre de chaos climatique? La menace hivernale la plus dangereuse n'était même pas le froid, c'était le feu. Avec tout le monde blotti autour des flammes et rapprochant les lits de l'âtre, les accidents arrivaient constamment. Une seule étincelle sur votre sol de paille ou votre toit de chaume et toute votre maison s'enflammerait en quelques minutes. Pas de pompiers à appeler, pas d'assurance pour encaisser. Les incendies d'hiver se propageaient dans les villages comme des feux de forêt, détruisant parfois des dizaines de maisons en une seule nuit. Plus de gens au Moyen Âge sont morts d'incendies domestiques en hiver que de la foudre en été. Le cauchemar financier de l'hiver était tout aussi grave que le cauchemar physique. Si vous n'aviez pas d'économie, vous tombiez probablement dans des dettes qui vous piégeraient pendant des années. Les prêteurs médiévaux n'étaient pas exactement charitables, facturant jusqu'à 80% d'intérêt pour les prêts d'urgence hivernaux. De nombreuses familles ne se sont jamais remises financièrement d'un seul hiver rigoureux. Certaines ont dû céder leurs terres ou même mettre leurs enfants en servitude pour rembourser ces dettes. Vos animaux souffraient à vos côtés. Dans les années difficiles, jusqu'à 30% du bétail mourait pendant l'hiver. Imaginez voir les animaux dont vous dépendez mourir lentement de faim parce que vous ne pouvez pas tous les nourrir. Vous deviez décider lesquels essayer de sauver et lesquels sacrifier tôt. Un pari terrible dans tous les cas. Si vous tuiez trop d'animaux reproducteurs, vous feriez face au désastre l'année suivante. Si votre bœuf de labour mourait, le remplacer pouvait vous coûter 1 année de salaire. Le seul avantage de toute cette misère hivernale, elle rassemblait les gens. Avec moins de travail aux champs à faire, l'hiver devenait le moment des travaux manuels et des réparations intérieures. Au moins, vous ne souffriez pas seul. Vous étiez misérable avec tout votre village. Quand le printemps arrivait enfin, les gens du Moyen Âge sortaient en titubant de leurs huttes, l'air pâle, maigre et complètement épuisés, mais vivants, et cela était considéré comme une victoire. Vous avez survécu à l'hiver, mais juste au moment où vous commencez à vous détendre, la vie médiévale a bien d'autres façons de vous faire douter de vos capacités de survie. Parlons des normes d'hygiène médiévales qui horrifieraient même votre ami le plus désordonné. Commençons par le bain. Vous savez, comme une douche fait du bien après une longue journée. Les gens du Moyen Âge éprouvaient rarement cette joie. La plupart des paysans prenaient un bain complet peut-être 3 ou 4 fois par an. Oui, vous avez bien lu, annuellement, pas hebdomadairement. Pourquoi si peu fréquemment? Chauffer suffisamment d'eau pour un bain nécessitait des tonnes de bois de chauffage, qui, comme nous l'avons appris, étaient précieux.
Il existait des bains publics dans certaines villes, mais ils étaient chers et souvent associés à la prostitution et à la maladie. Certains ordres religieux interdisaient en fait le bain régulier, croyant que cela favorisait les pensées lubriques ou ouvrait le corps aux maladies. Une théorie médicale populaire soutenait que l'eau, en particulier l'eau chaude, ouvrait les pores et menait aux maladies. Un texte médical du XIIIe siècle avertit que le bain affaiblit la chaleur naturelle du corps et vous rend susceptible à l'air dangereux. L'auteur recommande de ne se baigner que lorsque c'est nécessaire et jamais le ventre plein. Certains saints médiévaux étaient vénérés pour leur refus de se baigner. Élisabeth de Hongrie était louée pour avoir limité son lavage à ses seuls pieds, considérant cela suffisant pour la propreté. Quand les gens se lavaient, cela ne concernait généralement que les mains et le visage. La plupart utilisaient une petite bassine d'eau froide et peut-être un peu de cendre de bois comme savon primitif. Le bain corporel complet était généralement réservé aux événements importants de la vie, naissance, mariage et préparation des corps pour l'enterrement. Il y a une raison pour laquelle les cérémonies de mariage médiévales avaient souvent lieu en juin. La mariée aurait pu avoir son bain annuel pour l'occasion. Les soins dentaires personnels étaient quasiment inexistants. Les gens utilisaient parfois des brindilles aux extrémités effilochées, comme brosse à dents primitives, ou se frottaient les dents avec un chiffon rugueux. Certains utilisaient des herbes broyées ou du sel comme dentifrice, mais la plupart ne se nettoyaient pas du tout les dents. À 40 ans, de nombreuses personnes médiévales avaient perdu la plupart de leurs dents à cause de caries ou de maladies. Ceux qui pouvaient se le permettre remplaçaient les dents manquantes par des prothèses faites de dents humaines, extraites de cadavres, de dents d'animaux ou d'os sculptés. Les installations sanitaires feraient passer les toilettes portables pour un luxe. La plupart des maisons paysannes n'avaient pas de zone de toilette dédiée. Vous utilisiez un pot de chambre à l'intérieur la nuit et le vidiez à l'extérieur le matin. Pendant la journée, vous trouviez simplement un endroit pratique à l'extérieur. Dans les villes, les gens jetaient souvent les déchets directement dans les rues où, avec un peu de chance, la pluie les emporterait. Une caractéristique architecturale commune des châteaux médiévaux était la garde-robe, essentiellement une petite pièce avec un trou qui donnait directement à l'extérieur des murs du château. Dans les zones plus peuplées, des fosses d'aisance collectaient les déchets humains, qui étaient périodiquement vidés par des gong farmers. C'est probablement le pire travail de l'histoire. Ces pauvres âmes nettoyaient les fosses d'aisance la nuit et transportaient les déchets hors des limites de la ville. Le travail était si horrible que les gong farmers ne pouvaient travailler qu'à certaines heures et devaient vivre séparés des citadins. Le manque d'assainissement avait des résultats prévisibles. Les parasites intestinaux étaient presque universels. Une étude des latrines médiévales a révélé que plus de 80% contenaient des preuves de plusieurs types de vers parasites. Quand on ajoute les poux, les punaises de lit et diverses affections cutanées causées par une mauvaise hygiène, les corps des gens du Moyen Âge étaient essentiellement des écosystèmes ambulants. La partie la plus étrange est que la plupart des gens ne réalisaient pas qu'il y avait un problème. Tout le monde sentait la même chose et était rempli de parasites. C'était juste la vie normale. Vous ne remarquiez la puanteur qu'en rencontrant quelqu'un d'un milieu radicalement différent. Juste au moment où vous vous habituez à vos nouvelles normes d'hygiène nettement inférieures, vous réalisez que rester propre est en fait le cadet de vos soucis. Maintenant que vous êtes couvert de crasse et infesté de parasites, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne tombiez malade. À l'époque médiévale, tomber malade signifiait souvent faire face à des traitements qui rendaient la maladie agréable en comparaison. Vous aviez mal à la tête.
Le médecin médiéval, qui a probablement appris son métier par apprentissage plutôt que par une éducation formelle, pourrait suggérer de percer un trou dans votre crâne. Cette pratique, appelée trépanation, consistait littéralement à forer votre tête pour libérer les vapeurs malignes piégées à l'intérieur. Étonnamment, des preuves montrent que certaines personnes ont réellement survécu à cette procédure. Des découvertes archéologiques révèlent des trous de trépanation cicatrisés, ce qui signifie que le patient a vécu assez longtemps pour que l'os repousse. Feriez-vous confiance à quelqu'un avec une perceuse à main pour vous faire un trou dans la tête afin de guérir une migraine? La saignée était le traitement de prédilection pour presque tout. La théorie médicale médiévale reposait sur l'idée des 4 humeurs, le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme, qui devaient être maintenus en parfait équilibre. Un excès de n'importe quelle humeur causait la maladie. La solution logique était d'enlever l'excès. Comme le sang était l'humeur la plus facile d'accès, la saignée est devenue le traitement de choix pour tout, de la fièvre aux os cassés. Une séance de saignée typique enlevait environ un demi-litre de sang, soit environ 10% du volume sanguin total. Cela vous laissait faible, étourdi et, en fait, moins capable de combattre ce qui vous rendait malade en premier lieu. Si une saignée ne vous guérissait pas, le médecin pourrait recommander des sangsues. Elle poussait la saignée à un autre niveau. Ces créatures visqueuses étaient collectées par milliers et appliquées sur la peau d'un patient pour sucer le sang. Un traitement standard pouvait utiliser 5 à 10 sangsues à la fois, chacune buvant environ une cuillère à soupe de sang avant de se détacher. Les sangsues étaient particulièrement populaires pour localiser la saignée. Si vous aviez un genou enflé, on vous appliquait des sangsues directement dessus. Certains hôpitaux médiévaux avaient des milliers de sangsues à portée de main, avec du personnel dédié uniquement à l'administration de sangsues. Les potions et les concoctions à base d'ingrédients étranges étaient des articles standards de la trousse à pharmacie. Un remède populaire pour les douleurs articulaires combinait des vers de terre broyés, de la moelle de porc et des herbes en une pâte appliquée directement sur la peau. Si vous attrapiez la peste, vous pouviez essayer de boire un mélange d'émeraude moulue, de cornes de licorne, en réalité une défense de narval, et de fiel. Si vous ne pouviez pas vous permettre des émeraudes, des crapauds en poudre pourraient faire l'affaire. Ces remèdes coûtaient une fortune et ne faisaient absolument rien d'utile. La chirurgie existait, mais sans anesthésie ni antiseptique, c'était essentiellement de la torture à but médical. L'analgésique le plus avancé disponible était l'alcool fort ou l'opium. Si vous aviez de la chance. La plupart des gens étaient simplement maintenus de force. Les chirurgiens se vantaient de leur vitesse plutôt que de leur précision. Le soin des plaies impliquait souvent la cautérisation, c'est-à-dire brûler la blessure avec du métal chauffé au rouge pour arrêter le saignement. Non seulement cela causait une douleur insupportable, mais cela augmentait également le risque d'infection en créant des tissus brûlés où les bactéries pouvaient se prospérer. Les traitements alternatifs comprenaient le remplissage des plaies avec des toiles d'araignée, ce qui est quelque peu efficace comme agent de coagulation, mais certainement pas stérile, ou l'application de mélanges contenant du miel, qui a en fait des propriétés antibactériennes. L'accouchement était particulièrement dangereux. Environ une femme sur 3 mourait pendant ces années de procréation, l'infection post-partum étant une cause majeure. Les sages-femmes offraient les meilleurs soins disponibles, utilisant des préparations à base de plantes et une expérience pratique transmise de génération en génération. Les médecins masculins assistaient rarement aux accouchements, sauf en cas de catastrophe, auquel cas leurs interventions aggravaient souvent les choses.
Les maladies mentales recevaient certains des traitements les plus étranges. La dépression pouvait être traitée en attachant le patient et en le faisant tourner dans une chaise spéciale jusqu'à ce qu'il vomisse. Les crises d'épilepsie étaient parfois traitées en buvant le sang frais d'un criminel récemment exécuté. Les personnes présentant un comportement erratique pouvaient se voir percer des trous dans la tête, encore la trépanation, ou être confinées dans les premiers asiles, où les citadins curieux pouvaient payer pour les regarder comme une exposition de zoo. De nombreux remèdes à base de plantes efficaces existaient à l'époque médiévale, mais ils étaient mélangés à tant de traitements inutiles ou nuisibles que trouver un médicament réellement utile était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'écorce de saule, qui contient une forme d'aspirine, était parfois utilisée pour la douleur, et certaines moisissures, des formes précoces d'antibiotiques, étaient occasionnellement appliquées sur les plaies. Mais pour chaque traitement efficace, il y en avait des dizaines de dangereux. Malgré tout cela, des médecins dévoués faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Ils croyaient vraiment que ces traitements fonctionnaient. Ils documentaient soigneusement des études de cas et affinaient les techniques. Malheureusement, sans comprendre les germes, la circulation sanguine ou l'anatomie de base, même le médecin le plus attentif était plus susceptible de nuire que de guérir. Juste au moment où vous pensez que vos options médicales ne pourraient pas être pires, une nouvelle menace apparaît à l'horizon. Une fois qu'une maladie épidémique frappait une communauté médiévale, tous les paris étaient ouverts. Vos chances de survie chutaient de « peut-être » à « bonne chance avec ça ». Cela commence assez innocemment. Votre voisin a une toux. Pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Les gens toussent tout le temps. Quelques jours plus tard, plus de gens dans votre village sont malades. Toujours rien d'alarmant. Les rhumes d'hiver se propagent facilement quand tout le monde est entassé dans des huttes enfumées. Puis quelqu'un meurt, puis un autre, et un autre. En une semaine, les corps s'accumulent plus vite qu'on ne peut les enterrer. La peste noire a été la superstar des pestes médiévales, tuant entre 75 et 200 millions de personnes en Europe et en Asie entre 1347 et 1351. C'est 30 à 60% de toute la population européenne qui a disparu en seulement 4 ans. L'échelle est presque impossible à comprendre. Imaginez regarder autour de votre village et voir une personne sur 2 disparaître. La maladie se présentait sous 3 belles variétés. La peste bubonique provoquait des gonflements douloureux appelés bubons dans les ganglions lymphatiques, en particulier dans le cou, les aisselles et l'aine. Ces bubons grossissaient jusqu'à la taille de pomme, devenaient noirs et finissaient par éclater, libérant un pus nauséabond. La peste pneumonique attaquait les poumons, faisant cracher du sang aux victimes avant qu'elles ne s'étouffent dans leur propre fluide. La peste septicémique infectait directement la circulation sanguine, provoquant l'apparition de taches noires sur la peau des victimes alors qu'elles saignaient intérieurement. Certaines personnes se couchaient en bonne santé et étaient retrouvées mortes le matin. Ne comprenant pas les germes, les gens du Moyen Âge ont élaboré des théories farfelues sur la cause de la peste. Les explications populaires incluaient le mauvais air, appelé miasme, la punition divine, un mauvais alignement astrologique et l'empoisonnement délibéré par des groupes marginalisés. Les Juifs ont été particulièrement ciblés et de nombreuses communautés ont été massacrées après avoir été faussement accusées de propager la maladie. Les traitements étaient aussi étranges qu'inutiles. Les médecins conseillaient de s'asseoir entre 2 grands feux pour purifier l'air. D'autres recommandaient de boire un verre de sa propre urine chaque matin ou d'appliquer une pâte de crapaud séchée sur les bubons. Certains médecins déconseillaient de se baigner.
Peu de gens le faisaient de toute façon, car l'eau ouvrait les pores et laissait entrer la maladie. Les personnes riches portaient des bouquets d'herbes ou des pommandeurs remplis de matières parfumées pour se protéger du mauvais air. La tenue la plus reconnaissable du médecin de la peste, avec le masque d'oiseau et les longues robes, est en fait apparue plus tard, lors des épidémies du XVIIe siècle. Les médecins de la peste médiévale utilisaient tout l'équipement de protection qu'ils pouvaient trouver, souvent y compris des gants. Mais le look emblématique du médecin de la peste n'avait pas encore été inventé. De nombreux médecins refusaient de soigner les victimes de la peste, fuyant les villes infectées avec tous ceux qui pouvaient se le permettre, laissant les autres mourir aux côtés de leurs patients. Pour ceux qui restaient, les processions religieuses et les services de prière de masse sont devenus courants, créant ironiquement les conditions parfaites pour que la maladie se propage encore plus, alors que les personnes infectées et saines se rassemblaient. Certaines communautés ont eu recours à des formes extrêmes de pénitence, y compris des groupes de flagellants qui voyageaient de ville en ville, se fouettant publiquement jusqu'au sang pour apaiser la colère de Dieu. La mort arrivait rapidement une fois que les symptômes apparaissaient, généralement dans les 2 à 7 jours. Mais ce qui rendait la peste particulièrement terrifiante, c'était son caractère aléatoire. Certaines familles perdaient tout le monde, tandis que leurs voisins restaient intacts. Certains villages ont complètement disparu, tandis que d'autres, à quelques kilomètres de là, ne subissaient que des pertes mineures. La peste n'était pas non plus un événement unique. Après la catastrophe initiale de la peste noire, des épidémies plus petites ont continué à éclater tous les 10 à 20 ans pendant des siècles. Londres a connu des épidémies dévastatrices en 1563, 1593, 1603, 1625 et 1665, avec des milliers de morts à chaque fois. Vos chances de vivre toute une vie sans connaître au moins une épidémie majeure étaient minces. La peste n'était pas la seule maladie épidémique à craindre. La variole tuait régulièrement 30% des personnes infectées et laissait les survivants marqués à vie. Le typhus, propagé par les mêmes poux dont vous étiez déjà couverts, provoquait une fièvre délirante avant la mort. La tuberculose était si courante que l'apparence pâle et mince de ses victimes était considérée comme à la mode. Le pire, c'est que personne ne comprenait pourquoi ces épidémies se produisaient ni comment les arrêter. Chaque épidémie semblait être l'apocalypse, imprévisible, imparable et complètement mystérieuse. Tout ce que vous pouviez faire, c'était vous cacher ou fuir. Si vous faisiez partie des heureux survivants d'une épidémie, votre monde médiéval serait radicalement changé. Avec autant de morts, le travail devenait plus précieux. Les salaires augmentaient pour les paysans. Le prix des terres chutait. La mobilité sociale augmentait, alors que les survivants héritaient des biens de plusieurs parents décédés. Les années de peste ont en fait amélioré les conditions économiques pour de nombreux survivants, si vous pouvez apprécier de meilleurs salaires tout en enjambant des piles de cadavres. Même si vous évitiez la peste, la vie médiévale avait d'innombrables autres façons de vous prendre au dépourvu. L'application de la loi au Moyen Âge ne ressemblait en rien aux procédures d'enquête que vous voyez dans les séries policières modernes. Il n'y avait pas d'officiers formés, pas d'experts en criminalistique et certainement pas d'enquête sur les lieux du crime. Au lieu de cela, la plupart des villages avaient un constable, souvent juste un local malchanceux, qui était contraint d'accepter le poste pour 1 an. Il n'avait aucune formation formelle, aucune autorité réelle et sa seule arme était généralement un bâton en bois. Le rôle était moins de résoudre des crimes que de maintenir une apparence d'ordre. Si un crime se produisait, c'était à toute la communauté de réagir. Le système reposait fortement sur une pratique connue sous le nom de clameur de haro.
Si quelqu'un était témoin d'un crime, il devait se mettre à crier et à poursuivre le coupable. Ce n'était pas seulement encouragé, c'était une obligation légale. Si vous ignoriez la clameur de haro, vous pouviez être puni. Le but était d'impliquer le plus de gens possible, formant une foule improvisée pour traquer le suspect. Il n'y avait pas d'enquête réelle au-delà de surprendre quelqu'un en flagrant délit ou de se fier à des témoignages oculaires, qui, à l'époque médiévale, n'étaient souvent pas fiables. En ce qui concerne les châtiments, la justice était tout sauf juste. Les peines étaient sévères et il y avait peu de distinction entre les délits mineurs et les crimes graves. Voler de la nourriture parce que vous mourriez de faim pouvait vous coûter une main. Braconner un cerf dans la forêt du roi pouvait vous rendre aveugle ou vous faire exécuter. Dans l'Angleterre du XIIIe siècle, les archives montrent qu'environ 75% de toutes les condamnations à mort concernaient des crimes contre les biens plutôt que des crimes violents. Cela signifiait que voler un mouton pouvait être un crime passible de la pendaison, tandis qu'un noble qui commettait un meurtre pouvait s'en tirer s'il payait la bonne amende. Les procès, s'ils avaient lieu, étaient souvent absurdes. S'il n'y avait pas de preuves immédiates, une personne accusée pouvait être soumise à une ordalie. Ces jugements visaient moins à déterminer la culpabilité qu'à prouver une intervention divine. Une ordalie courante consistait à porter une barre de fer chauffée au rouge sur plusieurs pas. Si les brûlures guérissaient rapidement, c'était considéré comme une preuve d'innocence. Si elles suppuraient, vous étiez coupable. Une autre ordalie exigeait que l'accusé soit ligoté et jeté à l'eau. S'ils coulaient, ils étaient innocents, mais se noyaient souvent. S'ils flottaient, ils étaient coupables et faisaient face à l'exécution. En théorie, ces ordalies plaçaient la justice entre les mains de Dieu, mais en pratique, elles étaient souvent une condamnation à mort. Cependant, les riches avaient de nombreuses façons d'éviter les conséquences brutales de la justice médiévale. Les nobles pouvaient souvent soudoyer des fonctionnaires, négocier une amende ou demander des faveurs pour échapper à la punition. Les membres du clergé ou quiconque pouvait réciter de manière convaincante un verset de la Bible pouvaient réclamer le bénéfice du clergé, ce qui réduisait leur peine. Cette faille juridique était si souvent exploitée que même les criminels qui n'étaient pas réellement membres du clergé mémorisaient des versets au cas où ils auraient besoin d'une défense juridique d'urgence. Alors que les riches pouvaient littéralement acheter leur sortie des ennuis, les pauvres n'avaient pas cette chance. Si un paysan affamé volait du pain pour nourrir sa famille, il pouvait faire face à la mutilation ou à la mort. Pour la plupart des gens, la meilleure stratégie de survie était d'éviter d'attirer l'attention. Vivre discrètement, rester à l'écart des ennuis et ne pas contrarier les mauvaises personnes était essentiel pour éviter les conséquences brutales de la justice médiévale. Mais même si vous parveniez à rester hors du radar du constable, une autre autorité était toujours prête à exiger votre obéissance et votre argent. L'Église et les seigneurs féodaux imposaient leurs propres règles et impôts, et le non-respect pouvait être aussi dangereux que d'enfreindre la loi. En fin de compte, la justice médiévale ne visait pas l'équité, elle visait à maintenir le contrôle. Les châtiments sévères maintenaient les classes inférieures à leur place, tandis que les riches jouissaient de protections qui les rendaient presque intouchables. La justice était un privilège, pas un droit, et pour la plupart des gens, la survie signifiait apprendre à naviguer dans un système qui était contre eux dès le départ. Avec ce genre de chance contre vous, la stratégie de survie médiévale la plus intelligente était de rester invisible pour les autorités. Mais cela devenait difficile lorsqu'un autre pouvoir exigeait votre attention et votre argent. L'Église surveillait chaque aspect de votre vie, de la naissance à la mort. Aller à l'Église ou sinon, manquer la messe du dimanche n'était pas seulement mal vu,
Cela pouvait vous faire comparaître devant un tribunal ecclésiastique et être condamné à une amende. Les gens prenaient soigneusement note de qui se présentait et qui ne le faisait pas. Manquez trop souvent et des rumeurs d'hérésie pouvaient commencer à vous suivre. Ces rumeurs pouvaient finalement mener à de graves conséquences, y compris l'exil ou pire. Ensuite, il y avait la dîme, un prélèvement obligatoire de 10% de tout ce que vous produisiez allait directement à l'Église. Vous aviez une bonne récolte, l'Église obtenait sa part avant que vous puissiez célébrer. Vous éleviez 6 porcelets en bonne santé. L'un appartenait à Dieu, ou plutôt à ses représentants terrestres. Un paysan moyen payait entre 25 et 30% de ses revenus en diverses taxes, ziastax et dîmes religieuses tout au long de l'année. Les occasions spéciales coûtent ne plus cher. Se marier, payer le prêtre, le baptême d'un bébé, cela vous coûtera. Les derniers sacrements de grand-mère. Ouvrez votre bourse. Ces sacrements n'étaient pas facultatifs dans la société médiévale. Ils étaient essentiels au salut. L'Église contrôlait effectivement le seul chemin vers le ciel et facturait des péages à chaque étape. Pendant que vous luttiez pour nourrir votre famille, de nombreux membres du haut clergé vivaient dans le luxe. Le contraste était si frappant que de nombreuses chansons et histoires populaires médiévales se moquaient des prêtres avides et des évêques corrompus. Mais il valait mieux ne pas chanter ces chansons trop fort. Le contrôle de l'Église sur la société était presque inéluctable. Et en parlant d'inéluctable, parlons d'un autre défi médiéval. Vous pourriez penser que trouver l'amour offrirait une belle pause des difficultés médiévales. Détrompez-vous. Le mariage avait autant à voir avec la romance que l'agriculture avec les vacances. Première étape, trouver quelqu'un, ou plus exactement, faire en sorte que quelqu'un vous trouve. Votre père pourrait vous échanger contre le fils du meunier pour garantir de meilleurs tarifs de mouture du grain. Ou votre famille pourrait vous pousser vers la fille du forgeron parce que sa dot incluait une vache. L'amour était un bonus, pas une exigence. Le mariage n'était pas seulement un investissement émotionnel, il était principalement financier. Même les familles les plus pauvres rassemblaient quelque chose pour que leur fille apporte au mariage. Sans dot, il n'y avait souvent aucune perspective de mariage, laissant de nombreuses femmes pauvres avec peu d'options au-delà du service ou du couvent. Le processus de mariage lui-même était étonnamment informel pour la plupart des roturiers. Bien que l'Église exigeât officiellement une cérémonie, de nombreux paysans se déclaraient simplement mariés devant des témoins et emménageaient ensemble. Cette approche de droit coutumier était largement acceptée jusqu'à ce que les autorités religieuses répriment les unions informelles. Une fois mariés, la division du travail était stricte mais pratique. Les deux conjoints travaillaient de l'aube au crépuscule. Le mariage médiéval était avant tout un partenariat économique pour la survie. La phase de lune de miel. Plutôt miel, il est temps d'avoir des enfants. La plupart des couples commençaient à essayer d'avoir des enfants immédiatement après le mariage. Avec des taux de mortalité infantile d'environ 30% dans la première année de vie, les familles avaient besoin de naissances multiples pour assurer leur survie. Les archives suggèrent que la femme médiévale moyenne accouchait de 5 à 7 fois. La partie la plus étrange, malgré ces considérations pratiques, les preuves montrent que de nombreux couples développaient une affection sincère. Ils n'avaient tout simplement pas le luxe d'attendre l'amour avant de sécuriser leur avenir économique. Après avoir navigué sur le marché du mariage, vous découvririez bientôt une autre lutte. Vous pourriez être tenté de faire un voyage pour vous changer les idées. Mauvaise idée? Les voyages médiévaux faisaient passer les files d'attente de sécurité des aéroports modernes pour une expérience de spa de luxe. Premier problème, les routes étaient absolument terribles.
Ce qui passait pour des autoroutes n'était souvent que des chemins de terre boueux qui devenaient impraticables après la pluie. Pas d'asphalte, pas de gravier, juste de la terre qui se transformait en boue ou en poussière selon le temps. De nombreuses routes suivaient d'anciennes voies romaines qui n'avaient pas été entretenues depuis 800 ans. Même les principales routes de transport pouvaient être si chaotiques que les charrettes cassaient régulièrement leurs essieux. La distance n'était pas mesurée en kilomètres, mais en jours. Un bon voyage d'une journée à pied pouvait couvrir de 24 à 32 kilomètres si le temps était parfait. À cheval, vous pouviez parcourir de 40 à 48 kilomètres. Avec une charrette chargée, peut-être 16 kilomètres par une bonne journée. Le voyage de 320 kilomètres de Londres à York prenait environ 10 jours à pied, en supposant que vous ne vous perdiez pas, que vous ne vous fassiez pas voler ou que vous ne restiez pas coincé dans la boue en chemin. En parlant de se faire voler, les bandits de grand chemin étaient une menace constante. Voyagez à travers les forêts ou les zones reculées et vous risquiez de rencontrer des hommes armés qui se feraient un plaisir de vous délester de vos biens ou de votre vie si vous résistiez. Certaines régions étaient si connues pour le banditisme que les voyageurs se regroupaient en grands groupes pour se protéger, attendant dans les villes jusqu'à ce que suffisamment de gens se rassemblent pour se déplacer en toute sécurité. Les fonctionnaires royaux étaient censés maintenir l'ordre sur les routes, mais leur juridiction était limitée et leur présence rare. De nombreux nobles facturaient des frais de protection pour traverser leurs terres, ce qui était essentiellement du vol légitimé. Si vous refusiez de payer, vous pouviez faire face à des accusations d'intrusion. Si vous parveniez à faire une journée de voyage sans vous faire voler ou vous casser une jambe dans un nid de poule, vous auriez besoin d'un endroit pour dormir. Les auberges existaient principalement dans les villes et le long des routes principales, mais leur qualité variait énormément. Attendez-vous à partager un lit avec plusieurs étrangers, souvent accompagnés de puces et de punaises de lit? L'intimité n'existait pas. La plupart des auberges avaient des dortoirs communs avec plusieurs lits. Votre chambre privée pourrait n'être qu'une section de la salle principale, séparée par un rideau. La nourriture dans les auberges était généralement limitée à ce qui était de saison. Localement, les infâmes tourtes à la viande contenaient souvent une viande mystérieuse qu'il valait mieux ne pas trop questionner. Les aubergistes étaient connus pour diluer la bière et surfacturer les voyageurs qui avaient peu d'alternatives. La plupart des gens du Moyen Âge ne voyageaient jamais à plus de 32 kilomètres de leur lieu de naissance durant toute leur vie. Après avoir expérimenté les joies des voyages médiévaux vous-même, vous comprenez pourquoi ils préféraient rester sur place. Après avoir survécu aux dangers de la route, vous vous demandez peut-être si tous ces défis, de la nourriture aux maladies, en passant par les voyages, en valaient la peine. Quelqu'un pouvait-il vraiment survivre à l'époque médiévale? Eh bien, considérons la situation dans son ensemble. Après avoir traversé les nombreux aspects tortueux de la vie médiévale, de la faim constante au travail sans fin, en passant par la saleté, la maladie et le danger, il est temps de faire le point. La plupart d'entre nous, les gens modernes, ne tiendraient pas une semaine à l'époque médiévale, et ce n'est pas une exagération. Considérez ceci. Les études de squelettes médiévaux montrent qu'environ 50% des enfants ne dépassaient pas l'âge de 5 ans. Ceux qui survivaient à l'enfance présentaient souvent des signes de malnutrition et l'analyse osseuse révélait que beaucoup souffraient de rachitisme, de scorbut et d'autres carences en vitamines. Même les nobles n'étaient pas à l'abri des problèmes de santé. Leur squelette montre souvent des signes de goutte en raison de leur régime riche. Ensuite, il y a la question de la tolérance à la douleur. Nous, les humains modernes, nous tournons vers les analgésiques au premier signe d'inconfort.
Les gens du Moyen Âge vivaient avec une douleur chronique comme compagnon constant. Les maux de dents n'étaient pas traités jusqu'à ce que l'extraction devienne nécessaire, sans anesthésie bien sûr. L'arthrite faisait juste partie du vieillissement. Les blessures guérissaient mal et laissaient des douleurs durables. Notre résilience psychologique ne s'en sortirait pas mieux. Imaginez l'anxiété constante d'une famine potentielle, la peur omniprésente de la violence soudaine, le chagrin de voir plusieurs de vos enfants mourir, la tension de ne jamais connaître une véritable intimité. Nous nous sommes habitués à des conforts que les gens du Moyen Âge ne pouvaient même pas imaginer. L'eau courante, la climatisation, la communication instantanée, un approvisionnement alimentaire fiable. Personnellement, je pense que je m'effondrerais en quelques jours à cause des démangeaisons constantes des poux et des puces, combinées à l'absence totale de papier toilette. Les feuilles et la mousse étaient des matériaux de nettoyage courants, bien loin de nos rouleaux matelassés et parfumés. Les riches utilisaient du tissu que les serviteurs lavaient ensuite. Même si nous étions armés de connaissances modernes, nos chances ne s'amélioreraient pas beaucoup. Essayez d'expliquer la théorie des germes à des gens qui croient que la maladie vient du mauvais air ou de la punition divine. Essayez d'introduire la rotation des cultures à des agriculteurs qui risqueraient de mourir de faim en s'écartant des méthodes traditionnelles. Vos idées modernes vous feraient probablement qualifier de sorcières ou d'hérétiques, plus vite que vous ne pourriez dire « hygiène de base ». La vérité, c'est que les gens du Moyen Âge n'étaient pas comme nous, mais avec une technologie moins bonne. Ils étaient plus durs, plus résilients et adaptés à des difficultés que nous pouvons à peine imaginer. Ils acceptaient des réalités quotidiennes qui enverraient la plupart d'entre nous en thérapie ou sous médication. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez d'une connexion Internet lente ou d'une livraison de nourriture retardée, rappelez-vous qu'au moins vous ne buvez pas de bière au petit déjeuner, parce que l'eau pourrait tous vous tuer, tout en vous demandant si les loups de la nuit vont s'introduire dans votre hutte.